de travail. Et je dirais même que je suis honorée devant cette assemblée d'acteurs et de partenaires qui ont contribué déjà bien avant moi à la promotion de la santé sur le territoire. Donc je voulais vous dire que vous pouvez être certain que je marche dans vos pas, même si je vais ajouter mon petit grain de sel, voilà, au service des populations. Donc en 1986 se tenait la première conférence internationale sur la promotion de la santé à Ottawa. La charte adoptée à cette occasion par l'OMS a posé les fondements de la promotion de la santé. La santé est appréhendée dès lors, non plus sous le prisme sanitaire, mais comme une ressource qui vise le bien-être. Et en même temps, en Guadeloupe, des mouvements se mettent en place pour développer l'éducation pour la santé sur un territoire qui a de nombreux défis. L'accès aux soins, à la santé, précarité sociale et économique, la lutte pour l'égalité réelle avec la métropole, la vulnérabilité face aux conditions climatiques et aux catastrophes climatiques, l'aménagement du territoire, l'émergence et le développement du VIH, la transformation des structures économiques avec l'avènement de la société de consommation et notamment la poussée des hypermarchés, la transformation des structures familiales, etc. Donc ces changements impactent grandement le travail des pionniers en éducation pour la santé. Et ces changements accompagnent le glissement vers la promotion de la santé, où l'action sur les déterminants sociaux, notamment, prend tout son sens. Donc il nous paraît important, après 30 ans d'intervention sur le territoire, de retracer ce parcours en croisant des apports historiques par les conditions de développement de la promotion de la santé et les prospectives à partir des nouveaux enjeux. Donc hier, pour retracer l'histoire, on a entendu les programmes institutionnels qui se sont développés sur la Guadeloupe. On a entendu la CGSS, que je remercie qui est encore là ce matin. IREX est aux côtés de la CGSS sur un projet notamment auprès des personnes âgées, nutrition de personnes âgées. On a entendu le rectorat qui a fait un focus sur le service sanitaire. IREX forme les étudiants en santé dans le cadre du service sanitaire. On a entendu la DGSCS qui présentait le programme pour l'activité physique. IREX a formé notamment des éducateurs sur les conduites dopantes. Et sur les politiques, on a entendu la préfecture qui présentait la politique de la ville et qui rappelait qu'il y avait des appels à projets auxquels il fallait répondre. IREX est là, au moment des lancements des appels à projets politiques de la ville, pour accompagner les acteurs à répondre aux appels à projets. Nous avons entendu l'ARS avec la politique de santé environnementale. Bien sûr, les plus à présenter, l'IREX est là sur ces questions, notamment avec les programmes Jaffa et Kiri. Nous avons entendu l'ARS sur la politique nutritionnelle. l'IREX est là sur NutriPop et notamment l'application qui a été présentée hier, Carte de santé. Je tiens à préciser que c'est l'IREX qui est derrière l'écran sur les informations et les questions qui peuvent être posées aux élèves. Donc l'IREX, on infuse, on diffuse, on sème à l'image de ces petites graines de moringa qu'on vous a remis hier et qu'on vous invite à semer à votre tour. Donc aujourd'hui, quelles sont les évolutions de l'éducation et de la promotion de la santé en Guadeloupe et dans les îles du Nord? Comment se développe la promotion de la santé dans un contexte de double insularité, voire de triple insularité? Quels sont les nouveaux enjeux territoriaux? Comment se structurent les actions
la santé et quels sont les enjeux dans les autres territoires, Antilles, Guyane. Quels sont les défis dans un territoire isolé des centres de décision? Quelles modalités d'intervention efficaces pour répondre à ces défis locaux? C'est autant de questions qu'on vous invite à partager et à réfléchir avec nous ce matin. Donc la matinée va se découper en deux temps. Nous avons le grand plaisir d'accueillir les IREPS sœurs Martinique et Guyane. Donc on va organiser une table ronde pour essayer d'aborder ces questions ensemble. Et puis dans un second temps, on va regarder vers le large avec Madame Perron, qui essaiera de nous présenter les nouvelles orientations en promotion de la santé. Donc je vous souhaite à tous une très belle matinée avec vous. On va travailler sur l'IREPS de vos rêves au XXIe siècle dans les départements. Alors, comment on va procéder? Donc, c'est un tour de table pas ordinaire. En fait, on va plutôt être dans une espèce de brainstorming. Et donc, j'ai partagé le temps entre vous. Alors, d'essayer, ça c'est pas facile, je sais, mais vraiment la moitié pour la table ronde et la moitié du temps pour vous. Donc, je vais demander d'abord à la table ronde de donner. Elles ne sont pas affichées mes questions. De donner leur réponse aux questions. Parlez bien dans le micro. Ah oui, comme ça. De donner leur réponse. Je vais parler moins fort. De donner leur réponse aux questions. Et puis après, vous compléterez les propositions au niveau de la scène. La question ne va pas tarder à apparaître. Et en plus, alors, on a quelqu'un qui va, au fur et à mesure, noter les réponses et les propositions. Alors, s'il y a juste une règle que je voulais vous rappeler à vous et à la salle, je reparle plus fort. Une règle, c'est quand vous vous exprimez, c'est une seule idée. Si vous en avez trois, vous en gardez deux par devers vous. Si personne d'autre n'a exprimé la même, vous redemandez la parole et vous exprimez une deuxième idée. Alors, je vous prie de m'excuser par avance, mais je vais stopper s'il y a 2 ou 3, 4 idées qui apparaissent en même temps. Il y aura peut-être un peu de frustration, mais voilà. Ça, j'ai présenté mes excuses à l'avance, donc voilà, je m'en voudrais pas. Bien, ben on va démarrer par le premier tour de table. Et donc, la première question, c'est face au contexte, face aux priorités de santé auxquelles est confrontée la promotion de la santé dans les départements d'outre-mer, quels sont, à votre avis, les principaux enjeux de l'organisation de la santé aux Antilles et en Guyane pour les années qui viennent? Alors, est-ce que quelqu'un veut démarrer par une première proposition? Ah non, pardon. C'est direct. On avait prévu, avant ça, de commencer par une présentation introductive de Guyane Promo Santé. Et donc, on va y aller. Est-ce que c'est possible de parler de l'autre côté par rapport à la caméra, s'il vous plaît? Non, je suis de l'autre côté. Bonjour à tous, et on est vraiment enchantés. Nous sommes vraiment enchantés d'être parmi vous aujourd'hui. Et
Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, en fait, de pouvoir travailler, d'être ensemble, de faire du lien avec les Antilles. Et merci de nous permettre, à l'occasion de vos 30 ans, d'être ensemble et d'échanger et d'avoir des perspectives pour la suite. Et vraiment, nous tenons à remercier l'IRE du Lagon pour votre accueil, pour toute cette organisation. Et on espérera pouvoir faire de même. Nous, l'IREPS Guyane est né en 2007. Donc on aura bientôt 15 ans, peut-être. Et en fait, on souhaitait présenter on a réfléchi à un projet qu'on aurait aimé partager avec vous, qui était représentatif des spécificités de la Guyane. Donc c'est un projet que Maud va vous présenter sur la médiation en santé. Oui, donc bonjour. Effectivement, comme disait Léa, on a réfléchi à quel type d'action on porte nous en Guyane et qui pourrait à la fois vous parler et en même temps nous permettre d'expliquer un peu les spécificités de notre territoire. Et c'est vrai que ce projet nous est venu à l'esprit, donc je vais essayer de vous le présenter en quelques mots et peut-être, alors ça va durer plus de 10 minutes normalement, et de faire les liens aussi avec peut-être des questions qui pourraient émerger par la suite. C'est un peu comme ça qu'on avait pensé la présentation. Donc pour vous présenter un petit peu le contexte de ce projet de médiation en santé et de plan d'accompagnement et de formation des médiateurs en santé. Alors du coup c'est l'autre. Donc c'est un projet qui est né dans les esprits de 4 partenaires, 4 co-porteurs, donc qui sont le CHAR, donc le centre hospitalier de Cayenne, ADER, qui est une association de médiation, DAC, qui est aussi une association de médiation culturelle, et GPS. Dans un contexte un peu particulier, puisque c'était donc en 2017, suite au rapport parlementaire de 2015, et dans un contexte de vague de suicides chez les Amérindiens en Guyane. Donc une problématique autour de l'isolement et du bien-être des populations en territoire isolé qui était vraiment très très forte. Et les acteurs sur le terrain notaient un gros problème de communication et de fonctionnement entre les populations locales et les services de soins. Et les services, donc les centres de dépistage et de prévention. Et CDPS. CDPS, ouais. les dispensaires en fait, qui sont dans les communes isolées. Donc ça concernait plus particulièrement, alors je vous avais proposé une petite carte de la Guyane, alors peut-être certains d'entre vous ont déjà bien la Guyane en tête, mais en fait, je peux me lever. Merci. C'est plus simple comme ça. Donc en fait, la Guyane, qui est entourée donc, par le Brésil, le Suriname et l'océan Atlantique, a une route principale, un accès routier principal qui est celui-ci. Et en fait, tout le reste, c'est de la forêt. Et donc en fait, il y a notamment des communes qui sont là le long du Maroni, qui ne sont accessibles qu'en pirogue ou en avion. Et vous avez là la dernière ville en fait, frontalière avec le Brésil qui est reliée par la route, c'est Saint-Georges. Et de la même manière, vous avez toutes des communes là, le long de l'Oyapock qui ne sont accessibles que par la pirogue ou par l'avion. Donc ça crée vraiment des situations très particulières de travail pour les personnes qui sont sur place et évidemment des situations de vie très particulières pour les personnes qui vivent sur place. Donc il y a eu plusieurs essais de créer des pôles de médiation avec des personnes locales, donc des personnes recrutées dans les villages pour pouvoir faire de la médiation et notamment de la médiation en santé. Parce qu'il y a un petit fossé entre les professionnels qui arrivent de métropole, qui viennent pour soigner les peuples autochtones et les populations locales. Hier, on en a eu un petit exemple dans le film à propos des cuillères à café. Voilà, ça c'est le quotidien vraiment de ces personnes encore aujourd'hui en Guyane. Donc il y a eu des premiers projets qui se sont initiés et donc des médiateurs en santé qui étaient recrutés dans les populations locales, sauf que ces personnes se retrouvaient fortement isolées, non professionnelles, donc se retrouvaient souvent envahies par les demandes des habitants et des personnels soignants. Donc ce projet est né en 2017 dans ce contexte-là de non seulement recruter mais aussi former des binômes de médiateurs
un médiateur d'associations culturelles qui serait donc recruté dans les populations locales et un médiateur dans les dispensaires. Et ces médiateurs travailleraient tout le temps à deux. Ce qui permettrait à la fois de leur permettre d'échanger sur leurs pratiques et donc d'avoir un travail moins difficile au quotidien, moins en souffrance, ils seraient moins en souffrance au quotidien, et en même temps de rester vraiment, de permettre vraiment de faire le lien entre les populations et les personnels soignants. Donc ce projet est né l'idée de ce projet est née en 2017. La convention a été signée en mars dernier. Ça a pris un petit peu de temps. Il a fallu vraiment bien construire le projet. Donc c'est vraiment un projet qui a été construit sur 3 ans, prévu sur 3 ans, construit sur 2, prévu sur 3, avec un vrai plan de formation et des binômes. Au dernier moment, un des partenaires n'a pas pu signer la convention, qui était donc le centre hospitalier. Donc sur les 8 recrutements de médiateurs prévus, 4 en associatif, 4 en hospitalier, il y a seulement les 4 médiateurs d'associations qui ont pu être recrutés. Donc au lieu de toucher 4 communes, il y a seulement 2 communes qui ont été touchées, donc Maripasoula et Camopi. Mais le plan de formation est en train de se dérouler et les médiateurs des CDPS, certains ont pu être recrutés par d'autres biais, suivent quand même la formation et on a bon espoir qu'ils puissent rejoindre le projet là en 2020 puisque on est en ce moment en discussion avec l'ARS pour que le projet soit de nouveau financé pour 2 ans supplémentaires puisque là ça va faire 1 an qu'il est en route. Donc on trouve que vraiment ce projet, il illustre à la fois les spécificités mais aussi les enjeux qu'il peut y avoir quand on monte des projets. Le fait de le faire avec plusieurs partenaires, ça permet effectivement d'amener différents éclairages et ça prend du temps pour monter ces projets. 2 ans, c'est vrai que ça peut paraître long. Et en même temps, c'est aussi ce qui fait qu'il est riche et qu'il est porteur et qu'aujourd'hui, les perspectives de ce projet, c'est qu'il y a la préfecture qui est intéressée pour développer aussi ce type de médiation. Le rectorat serait intéressé, ils ne voient pas du tout comment ils pourraient le faire rentrer dans leur fiche de poste, mais ils essayent de voir. Il y a aussi d'autres structures associatives comme le parc amazonien ou l'équipe mobile de santé publique du Char. Il y a aussi une association, Kualafaya, qui développe l'énergie durable dans les territoires isolés, qui souhaite aussi faire intégrer à leurs médiateurs ces formations. Donc on est vraiment sur un projet ensuite sur du long terme et je crois que ce qui a fait aussi la richesse de ce projet, c'est la force des liens entre les différents partenaires. Qui sont présents sur des territoires. Des partenaires qui sont présents sur des territoires. Merci. Et aussi, ce projet vient répondre à une spécificité du territoire qui est vraiment le turnover. En termes d'acteurs, les projets ont des fois du mal ils peuvent naître, mais ils ont du mal à perdurer parce que les acteurs changent vraiment très souvent. Et le fait de travailler justement en binôme avec des médiateurs nous permet de pérenniser dans le temps des projets et puis c'est fait avec la population en fait, ça vient de la population et avec des structures qui sont implantées sur le territoire qui accompagnent en fait ces formations de médiateurs et y compris un DU de médiation aussi qui est à l'université depuis une première année et qui se renouvelle cette année pour accompagner sur la formation et qui est une reconnaissance vraiment de la médiation et des médiateurs. Merci. J'ai un truc m'était venu mais ça m'a échappé donc voilà. Ça reviendra peut-être plus tard et puis voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est dommage de ne pas avoir cette introduction quand même. Et je pense que ça introduit bien aux enjeux qu'on va essayer de dégager là maintenant. Alors, donc là on part sur le tour de table. Et donc la question, et vous pouvez y réfléchir, c'est quels sont les principaux enjeux de l'organisation de la promotion de la santé aux Antilles et en Guyane pour les années qui viennent. Donc là on aura une question après plus précisément sur les missions, les rôles des IREPS maintenant. Là on est sur quelque chose de plus général et on vient de voir effectivement que les questions qui se posent, elles ne se posent pas seulement effectivement en termes d'enjeux aux IREPS, mais aussi à la santé
mais aussi à d'autres secteurs. Qui veut commencer par une première idée? Merci, Benet. Les enjeux qui concernent la Guadeloupe ont été largement évoqués hier. Donc on a parlé des questions de santé qui sont liées à l'obésité, à la question de l'environnement, aux questions liées au vieillissement de la population, etc. Je pense que l'un des principaux enjeux, c'est la question des inégalités de santé. Les Guadeloupéens supportent, quand on prend les études de l'ORSAC, les Guadeloupéens supportent à peu près aussi bien que les Français de l'Hexagone. Le vrai problème en Guadeloupe, c'est au niveau des inégalités de santé entre des personnes qui sont très favorisées et qui ont des conditions de vie qui permettent de maintenir une santé à peu près normale, si je peux me permettre, et puis une partie de la population qui est beaucoup plus vulnérable. Premier point. Le deuxième point, au niveau des inégalités. Pardon. Par contre, sur les inégalités. Oui, j'ai envie de te demander de creuser un peu ce point-là et de dire, donc il y a un problème, les inégalités, en termes, comment on s'organise. Est-ce que vous avez des idées sur comment on s'organise pour faire face à ça, dans le champ de la promotion de la santé? Elle a demandé la parole. Alors, pour compléter les propos de Raoul, nous avons également les mêmes problématiques. Les priorités de santé sont les mêmes chez nous. C'est vrai que nos populations se ressemblent beaucoup. La Martinique et la Guadeloupe, un peu moins en Guyane, avec les différentes communautés que vous avez, un peu plus chez nous. Alors, comment faire pour justement contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé? Une des idées, c'est de travailler en proximité et d'utiliser la territorialisation. Je crois qu'il s'agit d'agir au plus près de nos acteurs, qu'on puisse apporter justement cette notion de promotion de la santé et de les aider à mener leurs projets. Et cette notion de territorialisation et de proximité, ça donne lieu justement à des dispositifs dont on a parlé hier. Ce sont des contrats locaux de santé, mais c'est également des démarches comme les ateliers santé libre. Je ne sais plus où-même. Qui veut poursuivre? En fait, ça m'a rappelé ce que je voulais vous dire, du coup ça tombe très bien. C'est vrai que la lutte contre les inégalités sociales de santé, c'est vraiment l'enjeu fort depuis le début, mais ça reste l'enjeu fort et c'est particulièrement vrai en Guyane. Il y a effectivement, comme ce projet le montre, des grosses différences de traitement en fonction des populations et en fonction des endroits où on vit. Et il y a un des enjeux forts chez nous, c'est la participation en fait, des populations au projet, parce que la lutte contre les inégalités sociales, elles se feront pas sans eux. Et nous, on a beau vouloir lutter contre les inégalités sociales, si on arrive avec nos beaux projets tout beaux, tout neufs, mais qu'on leur impose quelque chose, ça ne marchera pas. Donc là, vraiment, encore une fois, tout l'enjeu derrière ce projet de médiation, mais c'est aussi ce qui nous tient à cœur en général, c'est de faire participer les populations dès le départ dans le projet, et c'est pour ça que dans ce projet, il y avait des associations. Et on a aussi présenté ce projet au conseil coutumier, donc aux chefs des conseils coutumiers des Amérindiens, qui sont vraiment les représentants officiels de ces populations et de ces groupes sociaux. Et c'est parce qu'on avait aussi l'accord et l'aval et qu'ils se sont enthousiasmés pour ce projet qu'on y est allé et que du coup on a pu aussi avoir des personnes dans nos formations. Donc c'est aussi un point que je voulais mettre en avant et que c'est vraiment pour moi l'enjeu, ça reste toujours comment faire participer dès le départ en fait les populations et faire émerger les demandes. Parce que autant les besoins on les connaît, autant répondre à un besoin s'il n'y a pas une demande, c'est vrai que parfois c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau. Ça fait qu'une idée.
Et en fait, en complément, on essaie vraiment d'axer sur la santé communautaire et d'aller aussi vers les instances et les politiques, et notamment un séminaire en santé communautaire qui va être organisé en lien avec une association qui s'appelle l'Effet Morpho, qui en fait a une expérience vraiment en Guyane depuis de longue date sur la santé communautaire, et un séminaire qui va être co-animé avec GPS en 2020. Et également, avec l'ARS, on a proposé une formation à la santé communautaire aux équipes de l'ARS, au personnel de l'ARS, et une formation qui a été proposée par l'IREP, donc par GPS, pour aussi qu'on puisse avoir justement cette vision commune de faire avec les populations, évidemment. Un peu anticipé sur la question suivante, mais quand même ça donne une idée. Qui d'autre? Ouais. Alors, je ne vais pas parler des enjeux, je veux dire, de santé publique, mais en tant qu'administrateur, de comment faire vivre tous ces projets au quotidien. Et c'est vrai que c'est, on va dire, tutelle peut-être dépendante dans les régions, on a tous nos spécificités, mais on a aussi les partenaires qui nous soutiennent plus ou moins en fonction des territoires où nous sommes. Et donc comment ces équipes, ça je pense que c'est un enjeu pour les administrateurs que nous sommes, de faire vivre l'ensemble des projets dans le temps, dans la pérennité, avec des soutiens, et entre autres des soutiens qui sont financiers, parce que nous n'avons pas tous la même notion de ce qu'est la promotion de la santé. Alors, en tant que promoteur de santé, oui, mais on va intervenir auprès de nos partenaires, auprès de la population, et souvent, promotion de la santé, ça veut dire le sanitaire, et non pas tout ce qu'il y a autour. Et puis, donc de ce fait-là, on sait qu'en Martinique, nous avons des difficultés en fait, pour faire vivre sereinement les promoteurs de santé. En tant qu'administrateur, on passe on va dire, les 3 quarts de notre année à aller rechercher des financements, à aller rechercher... Donc je pense qu'une acculturation de la promotion de la santé auprès de nos élus, auprès de nos tutelles, serait peut-être importante aussi pour que l'ensemble de ces projets soient pérennisés sereinement et qu'on ne passe pas notre temps à se vendre pour que ça puisse marcher. Donc un plaidoyer auprès de toutes ces personnes-là, enfin du moins en Martinique, c'est important, afin qu'on soit bien entendu et puis soutenu auprès de nos populations en territoire. Merci. Qui souhaite compléter? On a parlé un tout petit peu hier, beaucoup d'ailleurs, des déterminants de la santé, et je pense que l'un des enjeux aussi, c'est comment on arrive à justifier, et tu le disais à juste titre, René, Henri, comment on arrive à mobiliser les différents acteurs sur ces déterminants de la santé. Quand on fait de la promotion de la santé et qu'on s'interroge sur la question du logement, il faut qu'on soit reconnu comme légitime sur ce sujet-là. Et donc c'est ce travail aussi ce travail d'acculturation, ça passe aussi par la mobilisation des acteurs sur ces enjeux autour des déterminants de la santé. On est sur un territoire où il y a beaucoup de choses à faire, et je le disais hier aux administrateurs de la FNES qui sont venus, disant qu'on ne fait pas de la promotion de la santé en Guadeloupe comme on peut le faire ailleurs dans l'Hexagone, parce qu'on a des spécificités ici, on a des enjeux autour de minimum social commun qui peut manquer parfois sur un certain nombre de territoires. Voilà, on a évoqué la question de l'eau en aparté hier, qui sont des questions qui peuvent paraître banales ailleurs, mais qui sont déterminantes ici. Et donc, quand on veut faire de la promotion de la santé, c'est aussi être attentif à ces déterminants, à ces choses qui paraissent normales, logiques ailleurs, et que nous n'avons pas en Guadeloupe. Ceux qui ont fait la traversée d'hier peuvent en témoigner. Le temps pour relier un point à un autre en Guadeloupe, parce que nous n'avons pas les infrastructures qu'il faut,
pose des questions, pose des questions sanitaires. Et donc, je pense qu'on ne peut pas envisager les enjeux de la promotion de la santé sans envisager la vraie question de ces éléments du logement, de l'abri, de déplacement, etc., de mobilité qui se posent sur le territoire. Inégalité territoriale, du coup. Inégalité territoriale de santé parce que nous sommes sur un territoire archipélagique et nos amis de Saint-Martin. Bon. Là, c'est un autre sujet. Je pensais que ça continuait sur le même. Qui veut poursuivre? Mais tu peux reprendre après. Très brièvement, c'est vrai que on a plusieurs quartiers sur la Guyane en fait. Bon. Pour reprendre, c'est bon. Pour reprendre. Pour qu'on puisse bien vous entendre derrière, parce que si on augmente le son, on a des parasites. D'accord. Merci. Désolée. En fait, en lien justement avec le logement, avec l'environnement, en fait, avec les priorités qu'on donne et comment on accompagne, on se pose aussi beaucoup de questions. On a plusieurs quartiers qui vont être détruits prochainement et qui sont occupés par des familles qui sont installées depuis des années, depuis 30, 40 ans. Et les politiques ont en fait détruit ces quartiers. Là, actuellement, c'est un quartier par mois. Et j'y étais dernièrement. En fait, ce sont des personnes qui, pour la plupart, qui sont en situation régulière, qui ont fait des demandes de logement, qui vivent en famille depuis même des générations. Et en fait, des quartiers qui vont être détruits aussi parce qu'on a demandé des rapports à l'ARS et qui sont qualifiés comme des habitats insalubres. Et finalement, quand on est là, on se pose un peu la question de oui, l'alimentation, oui, mais en fait, quelles sont les priorités, quoi? Et quelles sont les priorités environnementales? Là, on va porter le plan Métaux-Lourds qui, sur 2020-2025. Le dernier plan Métaux-Lourds date de 1995. Et les eaux sont polluées par le mercure à cause de leur paillage. On a des problèmes du coup d'intoxication chronique aux métaux lourds. Donc effectivement, à quel niveau on place nos priorités? Merci. D'autres propositions? Sinon, on complète avec la salle. Je veux compléter avec ta deuxième idée. Sur les inégalités territoriales. On est sur un territoire archipélagique, donc avec des territoires qui ne sont pas si loin que ça, mais qui sont isolés. Et donc l'un des enjeux aussi, c'est comment on arrive à réduire cette inégalité territoriale en inventant des solutions de coopération, en inventant des modalités pour permettre à ces populations qui sont de l'autre côté de pouvoir aussi bénéficier des mêmes offres de services que ce que nous avons ici en Guadeloupe continentale, si je peux me permettre. Donc c'est une vraie question qui se pose à nous. Et on a tendance parfois, quand on est ici, à oublier très rapidement qu'il se pose aussi des problématiques très particulières là-bas. Et l'un des enjeux pour nous, en tout cas ici en Guadeloupe, c'est faire ce lien, faire ce pont, essayer de ne pas les oublier et être aussi présents là-bas que nous pourrons l'être ici. J'aurais voulu, est-ce que tu as une idée pour résoudre ce problème-là? Ben oui, qu'on regroupe tout le monde à Guadeloupe. On invente des coopérations et il y a quelque chose qu'on fait souvent, et Mathilde l'a rappelé hier, c'est déjà de ne pas les oublier dans l'évocation.
le fait même de dire Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, pour nous c'est important hein, de nous dire, mais si on ne les oublie pas, c'est des territoires qui appartiennent à la Guadeloupe et qui sont la Guadeloupe et qu'il faut qu'on soit là-bas. Deuxième chose, c'est que nous essayons de renforcer, on le fait, de renforcer les compétences des acteurs qui sont sur place. Il y a un travail que fait l'IREPS et ça répond à la question de la pérennité des actions sur les territoires. C'est ceux qui sont sur les territoires, leur donner les outils pour qu'ils restent, parce que c'est eux qui continuent les actions. Et donc, on renforce les capacités sur le territoire, on les appuie en termes de formation, en termes de documentation, en termes d'outils, pour qu'ils soient en capacité de déployer avec beaucoup de qualité les actions qu'ils peuvent mener sur le territoire. Et donc, voilà les deux niveaux, hein, à défaut de pouvoir les rapprocher physiquement. Hein, voilà les deux niveaux que nous pouvons évoquer. Merci. Ça vous fait venir d'autres idées. C'est ça. Il y a l'idée effectivement de renforcer les capacités des acteurs, c'est ça qui m'a fait tilt. C'est vrai que l'idée c'est que, enfin moi il me semble hein, que notre projet, en tout cas ce qu'on s'attache à faire, c'est de permettre aux personnes sur place de pouvoir faire. Et nous on se déplace, on va se déplacer sur un temps, ça sera court et intense en général, et on essaye de faire en sorte qu'ensuite ils aient plus besoin de nous. Et qu'ils puissent reprendre eux-mêmes les rênes des projets, etc. Mais ça, c'est vrai que ça demande, dans un premier temps, des allers-retours et aussi de travailler sur des choses qui soient en pluriannuel. On ne peut pas juste y aller une fois, une semaine, et c'est bon, tout est réglé, on fait une formation de 2 jours et tout est bon. Donc en fait, c'est vraiment cette idée d'y aller, de petit à petit accompagner les gens, déjà recueillir la demande, évaluer avec eux comment ça peut rejoindre les besoins et aussi les stratégies plus globales. Et puis petit à petit, avec peut-être cette idée qu'on a le temps, ça a été évoqué hier, la question des temporalités entre les acteurs et les financeurs. Et là, c'est vrai qu'il y a vraiment aussi le temps du financement, c'est une chose, mais je ne crois pas que ce soit aux acteurs de terrain de s'adapter au temps des financeurs et qu'il serait peut-être intéressant de travailler sur des choses peut-être plus sur du long terme. Et comment est-ce qu'on pourrait faire sur... voilà. On a, nous, l'IREPS, la chance d'avoir un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Les projets, ils demandent au minimum 1 an, 2 ans, 3 ans. Si on veut accompagner des gens dans de la formation et dans de la montée en compétences, je pense que c'est voilà, une des solutions peut-être et une des pistes à explorer. Je peux rebondir. Tu viens de dire. Avec plaisir. Avec une autre idée. Hein. C'est pour compléter, en fait, c'est vrai qu'on a parlé de... Vous avez un archipel, nous on n'a pas un archipel. On est sur un petit territoire, une 50 km², une grande densité de population, mais on a quand même 4 territoires de proximité. Donc le nord, le centre, le nord, Atlantique, nord Caraïbes et le sud, avec des différences entre ces différents territoires malgré tout. Et ces différences, on les a identifiées en mettant en place des diagnostics territoriaux donc, par territoire. Et en fait, on s'est rendu compte, en accompagnant l'ARS dans sa démarcation territoriale, qu'il faut justement aller dans le sens de former les acteurs du territoire pour qu'ils puissent mettre en place des actions qui correspondent à leur territoire, tout simplement parce que nous n'avons pas assez d'acteurs formés. Même on n'a pas assez non plus d'acteurs. On a un petit territoire, on trouve les mêmes acteurs dans les mêmes réunions, on ne peut pas forcément se disperser, d'où l'intérêt de faire monter en compétence les gens de ces fameux territoires. Alors ça prend du temps, on est tout à fait d'accord. La politique de territorialisation de l'agence régionale de santé a commencé en 2012, on y est encore, et c'est vrai que le renforcement des compétences, ça prend du temps. Et pour aller toujours dans le même sens, j'ai parlé des ateliers santé-ville et des contrats locaux de santé, on a mis en place, nous, dans ce cadre-là, une formation continue des coordonnateurs des ateliers santé-ville et des CLS. Voilà. Donc ce n'est pas évident, mais on y tient, et puis de toutes les façons, en formant les acteurs des territoires, ils peuvent répondre à l'appel à projet de l'ARS qui se fait par territoire désormais. Eh bien, on va passer la parole donc, à la salle. Alors, je vous demande si c'est possible. Hein. Alors, vous avez le droit aussi de faire des commentaires, tout sera accepté. Mais de rester. Alors, des propositions pour compléter, c'est encore mieux. Je vous rappelle aussi que
Les activités de l'IREPS, ça, on va les voir, ça fera l'objet encore d'une heure de travail ensemble après. Donc là, on est bien sur les aspects plus globaux. Allez-y. Bonjour, donc Isabelle Amaury Corévi, du Oui. groupe Saint-Martin de Saint-Barth. Pour rebondir sur la dernière remarque sur les contrats locaux de santé et les diagnostics de santé, déjà si les acteurs qui sont engagés dans des structures de coordination. La question cette fois-ci, elle porte. Voilà. Donc, on a vu là un peu un certain nombre d'enjeux généraux. Et là, la question, c'est maintenant, on resserre un peu. Et c'est intéressant qu'il y ait des partenaires de l'IREPS ici pour dire à l'IREPS, bah, nous on aimerait bien, comme vous l'avez dit pour les malentendants, on aimerait bien que l'IREPS fasse ça. On aimerait bien, j'en sais rien moi, que l'IREPS organise tel type de formation. Et puis les gens de l'IREPS aussi qui sont là, ils peuvent dire, bah, nous on aimerait bien évoluer dans ce sens-là. Et donc c'est le même principe, on essaie, hein, après, on fait ce qu'on peut. Et puis après, vous aurez le même temps qu'eux pour vos propres idées. Alors, qui veut commencer? L'IREPS de mes rêves. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est vrai. On a parlé d'empowerment, c'est-à-dire pouvoir éveiller la conscience chez tout le monde, parce que le pouvoir est au peuple. Je pense qu'il faut qu'on en ait conscience, et que c'est nous qui faisons notre avenir. C'est ce qu'on donne aussi aux étudiants, en disant c'est vous qui serez des futurs professionnels, donc organisez votre formation pour devenir de bons professionnels. Donc, être des éveilleurs de conscience, ça c'est vrai que ce serait une voie prioritaire à prendre pour que chacun puisse dire ah ben oui, je peux faire ça. Alors, il y a la CRSA qui peut actuellement, avec si on arrive à la mobiliser, si on peut, mais qui peut être aussi des relais. Moi, je verrais bien l'IREPS plus tard comme une structure vraiment d'expertise, de conseil au niveau des politiques de santé publique, quelles qu'elles soient. Ça fait une deuxième idée. Deuxième idée. Bon, alors, première idée, voilà. Eh oui, tu as raison. Ça sera à peu près la même idée, mais je voulais rebondir sur ce que disait Mathilde tout à l'heure. J'ai un ami, Mohamed Moussoua, qui disait que les IREPS sont politiquement asexuels. Parce qu'ils n'ont pas cette capacité, ils n'arrivent pas à s'affranchir de cette tutelle un peu administrative qui fait que y a des grands sujets sur lesquels ils ne mettent pas, ils mettent pas les pieds dans les plats. Je sais que depuis quelques années, la FNES essaye de s'affranchir un peu de cette posture et de poser les problèmes, de prendre des positions assez courageuses. Je pense que l'IREPS de mes rêves, c'est une IREPS qui est politiquement éveillée, et qui accompagne les populations sur ces grands sujets de société que nous avons, sans avoir le contre-coup du financeur derrière qui nous dit écoute, il faut que tu mettes à l'air. Voilà. Donc voilà, ça fait partie de mes rêves de l'IREPS, et puis évidemment un laboratoire qui conçoit des idées à partir de ce qui peut émerger de la population. On a vu le travail de petits causés qu'on peut faire vraiment au bas des immeubles. On a vu le travail donc, que fait Jaffa donc, au sein des territoires, dans les quartiers, pour recueillir aussi des éléments qui nous servent d'éléments de base à la construction d'idées et de projets qu'on porte auprès des politiques publiques. Donc voilà ma seule idée. Merci. Moi, je partage tout à fait l'engagement citoyen et politique. Et ce qui me plaît,
ce que j'aimerais aussi, c'est vraiment comment faciliter un peu les démarches administratives des porteurs de projets, des acteurs de terrain. Par exemple, on a un très beau projet qu'on a accompagné qui a associé des acteurs du domaine de l'éveil sensoriel, de l'activité physique, des jardins pédagogiques. En fait, comme il y a peu de structures, ce sont des acteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui vraiment, à leur demande, en fait, on a organisé des temps de rencontres, de structuration pour qu'on puisse déployer, enfin pour qu'ils puissent déployer des projets sous le format, c'est un projet qui s'appelle Je mange, je bouge, je suis en bonne santé à l'école maternelle La Roseraie, qui a vraiment très très bien fonctionné, qui était prévu sur 4 ans. Et l'idée c'était, puisque ça fonctionne bien et que les besoins on les connaît, etc., et que les acteurs ont vraiment cette volonté de travailler ensemble, c'est vraiment une demande qui est venue des acteurs, de voir, on a fait un diagnostic et après on a souhaité faire ce lien avec les financeurs, donc l'ARS, la DAF, le CESC au niveau du rectorat, la direction de la jeunesse et des sports, etc. Et de voir avec les financeurs comment on pouvait soulager les acteurs de terrain de toutes ces démarches administratives, des CERFA, puisque de toute façon, les besoins, on les connaît. Comment on pourrait éventuellement envisager une enveloppe commune pour qu'on n'ait plus besoin systématiquement de répondre, de réexpliquer pourquoi on a besoin de faire les projets, etc. Voilà, on attend. Donc voilà, idéalement, comment on pourrait simplifier ces démarches pour que les projets avancent, parce que les besoins, on les connaît. D'autres? Une autre idée là? Ouais. Ouais, une autre idée. Une autre idée, c'est que l'IREP soit un véritable espace de partage où on vient se rencontrer, donc les chercheurs, les décideurs, les acteurs de terrain, au niveau de la promotion de la santé, qu'on vienne renforcer seulement cette notion de courtage en fait. Et voilà, ce serait ça, mon IREP de demain, qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on puisse rapprocher les expériences qui ont fonctionné au niveau de nos acteurs, qu'on puisse traduire les données des chercheurs, voilà, et puis qu'on puisse convaincre nos politiques du bien fondé de la promotion de la santé. Merci. Vous aurez remarqué, mon IREP c'est moins technique, hein, mais je l'assume un tout petit peu. L'IREP, ce que je souhaiterais aussi, c'est Mathilde parlait du manque de mobilisation de la population guadeloupéenne. Nos territoires ont été d'une manière ou d'une autre marqués. Hein. Je parle de l'histoire, ont été marqués d'une manière ou d'une autre. Et ça, on ne peut pas l'oublier hein, dans l'analyse de ce qui se passe ici. Et ce n'est pas je pense que c'est pas qu'ils ont pas abandonné. C'est une forme de résilience. Hein. C'est une forme de résilience. Comment on arrive à chaque fois à rebondir et à reconstruire de nouvelles manières de vivre hein, pour faire face aux problèmes, aux enjeux, aux problèmes et aux traumatismes que nous subissons sur ces territoires. Donc je pense que l'IREPS dont je rêve, c'est aussi cet IREPS qui accompagne, qui anticipe, hein, qui arrive à anticiper et qui accompagne ce travail de résilience qu'opère la population à chaque fois, à chaque moment, à chaque contre-coup et à chaque traumatisme qu'elle subit. C'est très technique, le côté technique, vous connaissez, on s'est fait de la formation, on s'est fait de l'accompagnement, on s'est fait, etc. Mais c'est aussi ça dont je rêve pour nos IREPS. En tout cas, de l'outre-mer. Merci. Je vois autre chose également. Moi, je te repasse tout de suite après. Alors du coup, je vais être encore moins technique et peut-être encore plus utopiste. Moi, je dirais que si j'ai un rêve pour l'IREPS, c'est que j'aimerais qu'on n'ait plus besoin de nous. Alors c'est très très loin, mais en tout cas, je rêve d'un IREPS qui arrive à apporter des choses, à amener des choses et à amener suffisamment de choses aux acteurs pour qu'ils puissent ensuite se les approprier et qu'on puisse finalement disparaître. Alors, pas disparaître complètement, parce que je pense qu'il y aura toujours des nouvelles choses, il y aura toujours des nouveaux combats, des nouvelles thématiques. Par exemple, la question du réchauffement climatique, il va falloir faire avec, qui va peut-être en effacer d'autres d'ailleurs, etc. Mais c'est vrai que dans les projets pour lesquels moi j'ai l'impression qu'on a vraiment réussi, c'est quand ensuite les projets ils vivent tout seuls et ils n'ont plus besoin de nous.
Alors peut-être on peut les rappeler de temps en temps juste pour checker si tout va bien. Mais alors je vais peut-être faire un parallèle un peu risqué, mais ça me fait penser un peu à l'éducation des enfants. Alors ça a un petit côté un peu condescendant ou descendant que j'aime pas trop, mais cette idée que quand on accompagne les gens, c'est vraiment les aider à faire seuls. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Alors je vais reprendre du coup les propos de Brigitte Sandrin qui nous a formés il n'y a pas longtemps, qui est formatrice en éducation thérapeutique du patient, et qui nous a dit c'est aider les gens à faire seuls. Et c'est vraiment ça mon IREPS idéal, c'est comment faire pour que les acteurs arrivent à faire seuls les choses. Voilà. Merci. Pour compléter les propos de Maud, mais un peu plus en amont, un peu plus technique, en fait, les IREPS, on accompagne, on forme, on documente, on outille. Mais on a quand même des reproches qui nous sont faits malgré notre accompagnement, c'est qu'on accompagne des porteurs qui ne sont pas forcément financés. Alors, mon IREPS de demain, c'est qu'on nous donne le temps d'accompagner, parce que l'accompagnement fait partie du projet. Pourtant, ce temps d'accompagnement, il n'est pas forcément pris en compte. Les fenêtres des appels à projets sont très courtes. L'accompagnement ne se fait pas forcément dans les bonnes conditions. On est plus dans du conseil, dans l'accompagnement, dans de l'ingénierie de projet. Donc, c'est l'IREPS de demain, ce serait l'IREPS à qui on donnerait les moyens, il serait dans un contexte favorable, justement, où le temps de l'accompagnement serait pris en compte, afin que les projets soient financés. Ce qu'on aimerait, c'est que les porteurs accompagnés aient des projets financés. Je vais poursuivre ma deuxième idée. Alors, pour rebondir à tout cela, bon, la promotion de la santé, on aura toujours besoin, parce que la société bouge, donc il faudra toujours s'adapter. Et le promoteur de santé, je pense qu'il faut que nos IREPS, on a bien vu même dans l'évolution de nos IREPS, on était très proches dans le terrain, après on est devenu de plus en plus des conseillers. Voilà. Donc je pense que l'IREPS, en dehors de toutes ces missions qu'elle fait, devient vraiment l'experte, et puis vraiment, comme je disais, conseiller l'ensemble de nos politiques, quelles qu'elles soient, de nos milieux de vie, que ce soit aussi bien au travail, que ce soit aussi bien à l'université, etc., pour pouvoir même anticiper les changements de comportement que nous aurons plus tard. Puisque cette expertise qui est accumulée au fur et à mesure des générations de promoteurs de santé, il faut que maintenant elle puisse servir à aller au-delà, anticiper les futurs peut-être comportements par rapport à notre société qui est mouvante tout le temps. Voilà. Je reviens au côté financier, mais je crois que idéalement, j'aimerais aussi qu'on n'ait pas à se soucier de faire nos preuves auprès des financeurs et qu'on ait aussi une visibilité sur la durée et que ce ne soit pas personne dépendant. C'est-à-dire que aussi par rapport à ce turnover, au niveau des politiques, le soutien de l'IREPS, il peut être très fort, comme ne pas être. Et du coup, ça nous met, nous, vraiment, c'est une situation qu'on a rencontrée en Guyane, où on s'est vraiment posé la question de savoir si l'IREPS allait ne plus exister. Et finalement, on est à nouveau vraiment fortement soutenu par la direction de la santé publique de l'ARS, et on a une visibilité sur 5 ans. Mais qu'est-ce qui justifie que ce soit à ce point aléatoire, en fait? Mais quand ça se passe bien, c'est super. On a une visibilité et on est là. Je vais rajouter. Alors du coup, ce ne serait pas mon IREPS de demain, mais nos IREPS de demain. Ce seraient les IREPS qui n'auraient plus à se justifier, justement, qui ne seraient pas personnes dépendantes et qui pourraient être soutenus par nos ARS pour l'organisation d'une université en interrégion, promotion de la santé, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Ce serait ça, nos IREPS de demain. On soit soutenu par nos ARS pour que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on le disait, on a un problème d'acteurs, un problème de nombre, mais également de ressources, de compétences. Échanger entre nous, c'est important, et je remercie beaucoup l'IREPS de nous avoir invités ici, de nous permettre d'avoir cette petite fenêtre. On peut discuter entre nous, on peut entendre les doléances des acteurs des autres régions. Bon, ça nous enrichit, et c'est ça également l'IREPS, c'est le partage, l'enrichissement, pour aller plus loin, trouver des solutions communes. Donc, vivement cette université d'été en Tibet. On poursuit. Et dans la continuité de Karine, de remercier aussi la FNES et vraiment qu'il y ait ce lien avec la FNES parce que on est, des fois on se sent isolé, des fois on se sent ensemble et ce lien qu'on a aussi vraiment avec le travail, on a
j'avoue, moi, j'ai pas le temps de tout lire en détail, mais dès qu'on a une question, tu réponds tout le temps. Et ça nous permet aussi justement d'avoir ce lien entre IREPS au travers de la FNES, et donc dans une continuité d'IREPS de nos rêves, ou comment aussi on préserve ce réseau et à travers la FNES et entre nous. Et c'est vrai que l'université d'été de santé publique Caraïbes, c'est un projet qui a déjà été travaillé et qu'on aimerait en Guyane pouvoir accompagner de 2020, 2021, 2022. Il y a un gros pôle recherche qui se crée en Guyane, notamment qui est porté. Aujourd'hui, le CIC, Centre d'investigation clinique de la Guyane, est vraiment très très actif depuis des années. Et en fait, voilà, via tous leurs travaux, notamment le professeur Mathieu Maché, le pôle de recherche devrait naître d'ici 2022 pour pouvoir accueillir des chercheurs internationaux aussi avec les problématiques de l'Amazonie, d'Amérique, et qui pourraient peut-être aussi nous faire ce lien avec la recherche, avec le développement de l'université de santé publique Caraïbes. On espère pouvoir retravailler avec l'ARS de Guyane en ce sens. Une idée pour le moment? Allez. Petite dernière. C'est une petite dernière et c'est en lien et c'est pas tout à fait pareil, alors c'est pas vraiment la même idée. Non, il y a la recherche et puis il y a la formation et puis il y a la formation diplômante du coup. Enfin, le lien se fait et notamment par le biais de l'université. Et c'est vrai que la promotion de la santé, c'est des formations continues. C'est aussi parfois des interventions dans le cadre de la formation initiale. Et nous, alors on croise les doigts, c'est en bonne voie. Ce sera bientôt aussi un DU en promotion de la santé à l'Université de Guyane. Et c'est important, je pense, de permettre aux acteurs de prendre le temps de se former sur 1 an. Alors nous, la spécificité de ce DU, peut-être, c'est qu'il sera ouvert à niveau bac, parce qu'on ne peut pas faire des DU à bac plus 2 à l'Université de Guyane. Et donc, ça sera 1 an, avec un stage à la fin, pour pouvoir vraiment travailler sur la question de la promotion de la santé. Et on vise vraiment les professionnels qui sont déjà en poste, pour les amener vraiment à monter en compétences, mais pas seulement sur 5 jours ou sur 1 semaine, mais vraiment prendre le temps. Et avec du coup un DU à la fin, donc un diplôme qui sera valorisable sur le marché du travail. Et je pense que ça c'est aussi pour moi mon IREPS idéal, quoi. C'était l'avant-dernière. Pour faire le lien aussi sur les formations diplômantes, ça fait partie des questions qu'on réfléchit aussi ici, et en lien avec la FNES, on en a parlé hier. Alors on réfléchit également à la mise en place d'un diplôme universitaire en coopération avec d'autres organismes, et la réflexion est assez aboutie, sous le contrôle de la FNES, de son président et de la déléguée générale. Merci. Et ben, je vous donne maintenant la parole pour compléter. Alors là, après François, après. Ok. Merci. Du foot, il est dans une boîte. Vous me votez. Alors on demande à Raoul, alors c'est lui qui non, c'est Raoul, mais ici. Ou alors je le mets ici pour passer. Je vous donne l'heure. Voilà. Ah. Oui, je pense que oui. Est-ce que vous serez plus à l'aise si je vous le donne? Oui, d'accord.
d'échanger avec vous. Alors, je vous propose une présentation en 3 parties. Alors, les nouvelles orientations, elles peuvent exister sur le plan méthodologique, elles peuvent exister sur le plan organisationnel ou sur le plan conceptuel. L'organisation est forcément un petit peu subjective, hein, je vous prie de m'en excuser, mais il fallait bien organiser un petit peu tout ça et j'espère qu'en tout cas ça va un petit peu vous parler. Alors pour ce qui concerne les nouvelles orientations sur le plan méthodologique, eh bien d'une manière ou d'une autre, la promotion de la santé ne peut pas faire l'impasse sur la révolution numérique, hein, donc ça a été déjà évoqué. De plus en plus, le numérique est porté comme étant un outil possible de prévention. La FNES a d'ailleurs réalisé un rapport en juin 2017 sur ce sujet. Et souvent, pour pouvoir utiliser le numérique comme un outil de prévention, en fait, on s'appuie sur des supports existants. Donc, par exemple, Fil Santé Jeune a créé un bus virtuel de prévention sur un site de jeu fréquenté par les adolescents, le jeu Abo. Et en fait, dans le cadre de la présentation qui nous a été faite hier des activités de l'IREF, je sais que c'est des choses que vous faites aussi, hein, tout à fait, pour accrocher notamment la population jeune. Ça, c'est quelque chose quand même d'assez nouveau. Ou les promeneurs du net, hein, qui permet aux professionnels de la jeunesse, les éducateurs, les animateurs, d'être présents dans la rue numérique et Internet, hein, pour accompagner les jeunes en prévention. On utilise aussi la révolution, enfin, les outils numériques dans des démarches éducatives et on ne peut pas passer à côté des ateliers de fabrication numérique que sont les Fab Labs, hein, qui permettent des échanges, de l'interaction, de la co-construction autour de créations communes et qui permettent également d'avoir des discours de prévention, notamment avec les jeunes. Ce qui nous paraît intéressant aussi, c'est ce qu'on voit apparaître comme l'utilisation du numérique pour favoriser la participation. Alors on peut s'appuyer sur des communautés existantes pour aborder des questions de santé, alors même que ces communautés n'ont pas forcément été créées pour aborder des questions de santé. On peut penser par exemple à des initiatives autour de communautés de parents d'élèves en proximité, autour d'écoles ou de collèges par exemple, et qu'on peut utiliser, sur lesquelles on peut s'appuyer pour travailler des questions de santé. Ce qui nous semble particulièrement intéressant aussi, c'est
c'est l'utilisation du numérique comme activateur de la démocratie en santé de proximité. Ça a été dit plusieurs fois entre hier et aujourd'hui, la démocratie en santé, elle s'essouffle un peu. Hein, ça a été dit, on trouve un peu toujours les mêmes personnes dans les réunions, on peine à faire venir les gens, etc. Est-ce que les outils numériques ne pourraient pas être utilisés pour ça? Et ce qu'on constate dans la littérature sur ces questions-là, c'est que le numérique permet à la population d'avoir accès aux informations des institutions politiques, alors qu'avant c'était excessivement difficile pour tout le monde. Il y a un accroissement des possibilités du fonctionnement démocratique autour de ces outils par la prise de parole, la production de contenu par les citoyens. Ça peut être un outil d'organisation des contre-pouvoirs, on le voit tous les jours. Ça permet d'élargir la sphère du débat public, etc. Donc c'est très intéressant. On peut constater aussi une amélioration de l'implication des citoyens dans les processus de prise de décision. Alors j'ai pris un exemple que je connais bien, la construction du budget participatif de la ville de Rennes dans le cadre d'un espace numérique qui s'appelle la Fabrique citoyenne, où les citoyens ont été amenés à voter pour les projets qu'ils souhaiteraient voir développés dans la ville. On constate aussi quand même une amélioration de la transparence. Hein. Par exemple, la ville de Nanterre a mis en place une plateforme de consultation des habitants, des agoras, des kits de concertation qui passent également par l'outil numérique. Alors évidemment, vous l'avez déjà évoqué en début de matinée, il y a des points de vigilance. Hein, ça c'est clair. Appuyer toute une stratégie de prévention de l'éducation pour la santé sur les outils numériques soulève de nombreuses questions éthiques, hein, vous l'avez déjà dit. Le premier, qui n'a pas été encore abordé, je crois, c'est le paradoxe de la prévention de l'addiction aux écrans. Les acteurs de la prévention et de la promotion de la santé et de l'éducation pour la santé sont de plus en plus mobilisés sur des actions, des projets contre l'addiction aux écrans, notamment chez les enfants et les jeunes. Et là, en fait, on leur met encore entre les mains d'autres écrans, d'autres outils. Donc, ce n'est pas le moindre paradoxe de tout ça. La fracture numérique, qui a déjà été évoquée également, ce que l'Institut Renaudot appelle le non-accès à la première marche. L'Institut Renaudot vient de publier un rapport sur cette question qui est très intéressant, je vous invite à le regarder, où il rappelle que 20% de la population française se considère déconnectée, ce n'est pas un petit pourcentage, qu'il y a un lien important entre inclusion numérique et inclusion sociale, et que l'exclusion numérique, ça peut être aussi un obstacle à la participation démocratique et à l'empowerment en santé. Donc aller à l'encontre de ce qu'on cherche. Le point de vigilance, ce serait donc effectivement de travailler à réduire cette fracture avant de généraliser l'emploi du numérique dans notre champ. Alors, ce qui émerge aussi de façon importante, toujours autour du numérique, c'est l'utilisation pour activer les partenariats entre acteurs. Et c'est ce qu'on appelle les communautés de pratique. Que je trouve assez intéressant parce que ce sont des groupes de personnes, notamment de professionnels, qui se rassemblent sur un espace numérique pour développer et actualiser des compétences, pour renforcer leur identité professionnelle. Ces professionnels, ces personnes sont rassemblées par un sujet d'intérêt commun dans un champ de savoir et sont motivés par un désir et un besoin de partager des problèmes, des expériences, des modèles, des outils et des pratiques. Donc par exemple, on a envisagé un temps autour de l'université d'été en santé publique de Besançon, de se dire finalement, est-ce que tous les participants au fil du temps à l'université d'été ne pourraient pas se constituer en communauté de pratique et échanger dans la suite de ce qu'elles ont appris dans ce cadre-là. Donc ces communautés interagissent sur une base continue et à long terme. Alors le fonctionnement, en fait, ce sont des membres, donc des personnes qui s'inscrivent en fait dans cette communauté de pratique, qui peuvent rester des simples observateurs de ce qui se passe, ils peuvent le faire. Il y a après les vrais groupes de discussion, donc ça c'est des groupes de professionnels ou d'acteurs qui vont échanger sur différents sujets d'intérêt commun. Tout ça évidemment est animé, modéré par un animateur ou une animatrice, avec un soutien technique qui est très important, parce que vous imaginez bien que pour mettre en place ce type d'outil, il faut que la technique suive, sinon c'est assez vite la catastrophe. Et il y a un soutien expert, c'est-à-dire des gens qui peuvent intervenir à tout moment pour apporter un éclairage, pour approfondir une question, etc. Donc c'est vraiment ces communautés de pratique, des choses intéressantes sur le plan numérique. Alors évidemment, le point de vigilance, c'est la nécessité de disposer de moyens suffisants pour faire vivre cette communauté. Il faut des moyens humains, il faut des moyens techniques adaptés, et ça évidemment, ça ne se trouve pas toujours si facilement. Donc sur le plan du numérique, c'est un petit peu sur ces aspects-là que je voulais parler. Sur le plan
méthodologique, ce qui me semble aussi important, c'est le nouveau regard porté sur l'évaluation depuis quelques temps, et ça se poursuit. On a vu arriver l'émergence des évaluations d'impact sur la santé, hein, les EIS. Donc je vous ai mis ici la définition de l'EIS du consensus de Göteborg de l'OMS comme une combinaison de procédures, de méthodes et d'outils par lesquels une politique, un programme ou un projet peut être jugé en amont de sa mise en œuvre. Et c'est vraiment ce qui caractérise les EIS, c'est qu'on évalue le projet avant qu'il soit mis en place, notamment en vue d'une bonne utilisation des fonds publics, finalement, se dire, ben voilà, on prévoit d'utiliser 150 millions d'euros pour mettre en place cette piste cyclable ou cette halte ferroviaire ou je ne sais quoi. Est-ce que ça va être intéressant en termes de santé ? Est-ce que ça va notamment avoir un impact positif sur les inégalités sociales de santé ou pas? Donc la technique de l'EIS permet de vérifier ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle mobilise évidemment beaucoup d'intersectorialité et notamment beaucoup de travail avec les collectivités territoriales qui sont souvent porteuses des projets qui vont faire l'objet des EIS. Alors dans ce cadre toujours de nouveaux regards sur l'évaluation, une des nouvelles orientations, c'est ce qu'on appelle l'évaluation réaliste, qui, plutôt que de répondre à la question « est-ce que cette action marche ? Est-ce que ça fonctionne ?», qui est encore malheureusement souvent la question posée par les institutions, c'est plutôt de pouvoir répondre à la question « qu'est-ce qui marche exactement ? Dans quelles conditions et pour qui ?» Et seule une évaluation réaliste, finalement, peut permettre d'accéder à ce type d'informations. Ça va être applicable justement aux interventions complexes, qui sont évidemment les interventions de promotion de la santé, avec des contextes évolutifs auxquels il faut constamment s'adapter, de nombreuses parties prenantes, avec des tâches complexes, chacune de leur côté, beaucoup de composantes à l'intervention, beaucoup de niveaux, etc. Et ça, on ne peut pas évaluer ça de manière simple, hein. Il faut aller chercher les informations. Donc l'évaluation réaliste, elle va chercher à mettre en évidence tous les mécanismes de changement qui sont sous-jacents et qui expliquent comment une intervention atteint ses objectifs dans un contexte donné. Ça va consister à faire ce qu'on appelle ouvrir la boîte noire de l'intervention, hein, c'est-à-dire à bien regarder ce qui se passe dans l'intervention de manière détaillée, à commencer par ce qu'on appelle la théorie du projet, c'est-à-dire les hypothèses que formulent les acteurs au moment où ils mettent en place le projet. Et comment ils mettent en œuvre après les actions correspondantes. Alors, ce qui est le point de vigilance aujourd'hui, c'est de faire mieux connaître cette méthode d'évaluation qui nous intéresse tous, acteurs de promotion de la santé, et en faire reconnaître la validité. Parce que souvent encore, ce que les institutions, et notamment les financeurs, reconnaissent comme une évaluation valide, ça va être un essai randomisé contrôlé, avec un groupe expérimental, un groupe témoin, des mesures avant-après, et on regarde un peu sur un mode médicamenteux finalement. Sauf que non, les actions de promotion de la santé, c'est pas une injection, hein, c'est des choses complexes, et il faut aller creuser ce qui se passe, et ça peut se faire dans le cadre d'une évaluation réaliste. Alors toujours sur le plan méthodologique, et ça fait vraiment du lien avec ce qui a été fait ce matin, ce qui a été dit ce matin, c'est un développement stratégique du plaidoyer. Alors le plaidoyer, c'est un des axes d'action des acteurs qui se trouve dans le rond, là, au centre du logo de la charte d'Ottawa. Alors on connaît bien les 5 autres axes, on regarde rarement ce qu'il y a dans le rond, et ce qu'il y a dans le rond est très important aussi. C'est le développement du pouvoir d'agir, c'est la médiation qui a été évoquée ce matin, et c'est le plaidoyer. Et en termes méthodologiques, nous autres acteurs de promotion de la santé, et ce qui a été dit ce matin va bien dans ce sens-là, on a tout intérêt à développer une vraie expertise dans le champ du plaidoyer. Aujourd'hui, on n'est pas très bon. Il faut vraiment qu'on aille, ont été évoqués entre hier et aujourd'hui aussi, l'impact des lobbies, hein, le poids des lobbies. Alors eux, ils savent très bien faire du lobby, hein, et nous, en face, qu'est-ce qu'on propose en termes de plaidoyer? Souvent, on n'est pas formé à ça, on n'est pas équipé pour faire ça. Or, il y a un certain nombre d'éléments qui sont connus. Hein, pour mettre en place un plaidoyer efficace, il faut disposer de données qu'on va pouvoir utiliser. Il faut intervenir à un moment de pertinence politique, et les élections, par exemple, sont toujours un bon moment. Il ne faut pas seulement arriver avec des problèmes, il faut arriver aussi avec des solutions. Il ne faut pas y aller tout seul,
seul, il faut constituer des partenariats, des coalitions, des alliances avec d'autres pour être plus efficace. Il faut élaborer une vraie stratégie de plaidoyer et utiliser une communication persuasive. Et cette stratégie de plaidoyer, là aussi, de plus en plus, on sait qu'il faut agir sur 5 grands axes. Il faut faire du plaidoyer politique, il faut faire du plaidoyer auprès des médias, il faut mobiliser les professionnels autour de soi, il faut mobiliser la population et il faut aussi convaincre en interne à sa propre structure. Et ce n'est pas le moindre des plaidoyers. Voilà. Donc on a intérêt, c'est une orientation forte et il faut vraiment qu'on aille de plus en plus là-dedans. Sur le plan méthodologique toujours, la capitalisation de l'expérience comme un outil de valorisation et de plaidoyer justement. Donc la capitalisation de l'expérience, elle est très très utilisée dans d'autres champs que le nôtre, dans le domaine du management, de l'économie, du développement local, de l'éducation et de la formation, de l'aide humanitaire, dans le champ du handicap aussi, il y a beaucoup de choses qui se font. Et dans le champ de la promotion de la santé, bizarrement, c'est quelque chose qui n'a été très peu développé. Donc ça consiste en fait à recueillir des informations sur les expériences et à les valoriser. L'enjeu, c'est évidemment que l'information recueillie dans le cadre des processus de capitalisation soit vraiment utile à d'autres. Ça veut dire que quand le porteur de projet raconte son projet dans le cadre du processus de capitalisation, il faut sortir de la simple anecdote, d'une espèce de récit linéaire et lisse, sans aspérité, pour faire émerger justement les points clés qui vont être utiles à la pratique, qui vont être utiles à la décision. Ça veut dire qu'il faut s'appuyer justement sur une médiation qui va guider le discours du professionnel et lui permettre un vrai processus réflexif sur son action, un retour critique finalement sur son action, pour produire une narration, un récit structuré autour des éléments clés de l'action, ce qui va permettre de transformer l'expérience et le savoir issu de l'action en une connaissance partageable. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de la capitalisation. Le point de vigilance, il y a beaucoup de capitalisations qui sont menées en ce moment parce que c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe. Les modalités de mise à disposition de ces données capitalisées restent encore un enjeu et un point de vigilance, c'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre toutes ces informations, comment ça va se passer, comment on va faire pour qu'elles soient justement utilisables et utiles pour les gens, c'est un vrai enjeu. Donc voilà, sur le plan méthodologique, c'est ce qui me semblait représenter vraiment les nouvelles orientations importantes d'aujourd'hui. Il y a aussi de nouvelles orientations sur le plan plus organisationnel. Et je voudrais citer notamment l'article 51 dans la loi de finances de 2018, donc qui date juste de l'année dernière, qui permet de soutenir l'innovation en santé. C'est un dispositif qui permet d'expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de financement inédits. Donc vous avez un site un lien vers le site du ministère où ces innovations sont présentées. Et il y a dans ce cadre, dès aujourd'hui, quelques expérimentations qui relèvent de la prévention. Donc c'est un support qui n'est pas à négliger. J'ai juste noté la création d'un centre bucco-dentaire mobile, bus dentaire, pour intervenir en établissement médico-social pour les personnes âgées ou handicapées, qui est soutenu dans le cadre de l'article 51 en Bretagne. Alors il y a évidemment là aussi un point de vigilance qui a déjà été évoqué hier. On expérimente beaucoup, on finance des innovations. Quel est le devenir de ces expérimentations, même en cas d'évaluation positive? Quelles sont les perspectives de pérennisation, d'extension, de généralisation des expérimentations? Ça reste toujours le point de vigilance à avoir dans ce domaine. Sur le plan organisationnel, ça a déjà été évoqué, la place des offreurs de soins dans la prévention constitue une orientation aussi tout à fait nouvelle, parce que longtemps les champs ont été cloisonnés. Aujourd'hui, on leur demande de s'impliquer davantage et certains d'entre eux le souhaitent effectivement. Donc il y a un rapport du HCSP qui évoque très clairement ces questions-là. Alors notamment dans le cadre d'exercices regroupés au sein des établissements de santé, des centres de santé, des maisons et pôles de santé, avec le développement des pratiques cliniques préventives. Pour ces différents établissements, centres, maisons et pôles de santé, une responsabilité populationnelle renforcée et partagée avec les autres opérateurs du territoire. C'est ce que j'évoquais
l'hôpital hors les murs, hein, c'est-à-dire quelle responsabilité un hôpital ou un établissement de santé a sur la population, la santé de la population de son territoire au sens large. Et dans ce cadre-là, on a vu arriver aussi les communautés professionnelles territoriales de santé, donc les CPTS, qui ont été créées aussi tout récemment, qui visent à coordonner les professionnels d'un même territoire qui souhaitent s'organiser à leur initiative autour d'un projet de santé pour répondre à des problématiques communes, l'organisation des soins non programmés, la coordination ville-hôpital, l'attractivité médicale du territoire, la coopération entre médecins et infirmiers pour le maintien à domicile, etc. Alors le point de vigilance, évidemment, ça va être quelle est la qualité, ou quelles sont les garanties finalement en termes de qualité et de financement des activités de prévention qui sont mises en œuvre par les acteurs du soin, le partenariat avec les acteurs de la promotion de la santé et la prévention. Il y a un rapport qui est paru il y a quelques mois, peut-être un an, qui s'appelle le CHU Demain, donc qui est porté par un certain nombre de directeurs de CHU, où ils disent on veut s'investir dans la prévention et la promotion de la santé, mais pour ça on veut une nouvelle ligne budgétaire. Donc voilà, vous voyez tout de suite les questions, les points de vigilance qui apparaissent. Alors, sur le plan organisationnel aussi, l'importance accrue, ça a déjà été évoqué, mais c'est vraiment une nouvelle orientation, l'importance accrue accordée aux relations entre la recherche, l'intervention et la décision. Hein, comment mieux faire profiter en fait l'intervention et la décision des données issues de la recherche, mais aussi comment faire en sorte que la recherche prenne mieux en compte l'expertise interventionnelle, l'expertise des décideurs, etc. Et dans ce cadre-là, ce qu'on a vu émerger, mais alors de façon très rapide, un peu comme un boulet de canon, c'est l'accent mis sur les données probantes en prévention et en promotion de la santé. Alors, je vous en propose une définition large, qui est celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit « Les données probantes sont des conclusions tirées de recherches et d'autres connaissances », donc c'est « et autres connaissances » qui est important ici, qui peuvent servir de base utile à la prise de décision dans le domaine de la santé publique et des soins de santé. L'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes a beaucoup travaillé cette question-là, des données probantes, en s'appuyant sur différentes publications. Et ce qu'il rappelle, c'est que les données probantes sur l'intervention, ce sont bien sûr des données scientifiques, hein, ce qu'on voit apparaître en haut à gauche, les revues de la littérature, les articles, les ouvrages, les thèses, etc. Mais aussi en haut à droite, les savoirs expérientiels des professionnels et des publics. Ce sont aussi les données issues d'évaluation et de capitalisation d'intervention. Je viens d'évoquer la capitalisation, c'est très important. Et puis tout ce qui relève des recommandations, des synthèses, des guides de bonnes pratiques, des référentiels, etc. Et dans ce cadre de pensée, une donnée est alors d'autant plus probante qu'elle va croiser différentes sources de données et qu'elle est utile pour la pratique. Et ça, c'est vraiment la définition que nous devons avoir en tête. Néanmoins, il y a beaucoup de points de vigilance par rapport à l'accent mis sur les données probantes. C'est d'abord bien vouloir admettre une définition large des données probantes en éducation et promotion de la santé, et là je vous renvoie à la définition de l'OMS, qui dit que ce n'est pas que des données de la science, c'est aussi des données d'expérience. Ne pas les considérer comme l'alpha et l'oméga des interventions en éducation et promotion de la santé, hein, hors des données probantes point de salut, ben non. Il faut continuer à offrir la possibilité d'expérimenter de nouvelles idées, de nouvelles pratiques, en préjugeant a priori de leur pertinence, hein, puisque c'est nouveau, ça n'a pas encore été évalué, ça n'a pas encore fait ses preuves, mais néanmoins, il faut pouvoir expérimenter sur le terrain. Ça implique de faire confiance à l'expérience, à l'expertise des professionnels, des citoyens, des bénévoles investis dans les associations. Ça implique de ne pas réduire la promotion de la santé à des projets dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement en amont, et de laisser ouverts et financés des espaces de créativité et des laboratoires d'idées. Et malheureusement, il faut être très très vigilant par rapport à ça, parce que l'entonnoir est en train de se resserrer sur les financements, et il faut vraiment avoir cette donnée de plaidoyer en tête, c'est très important. Alors toujours sur le plan organisationnel et pour la relation entre la recherche, l'intervention et la décision, il y a l'émergence des recherches interventionnelles en promotion de la santé, dont l'expression a été utilisée déjà aussi entre hier et aujourd'hui, avec une définition. Bon, je vous ai mis la définition qui est le plus souvent utilisée, qui est celle de Haut et Potvin. C'est l'utilisation de méthodes scientifiques pour produire des connaissances sur les
programmes ou les politiques dans le secteur de la santé ou dans un autre secteur, dont les finalités sont d'une part d'avoir un impact favorable sur les déterminants sociaux, culturels et environnementaux de la santé dans une population, et d'autre part d'agir sur la répartition des facteurs de risque et de protection dans cette population, donc de réduire les inégalités sociales de santé. Donc en fait, la recherche interventionnelle, elle se définit beaucoup par son objet, qui va être là encore une intervention complexe. Par exemple, on ne va pas parler de recherche interventionnelle en promotion de la santé quand on va mettre en place l'évaluation de la mise en place d'une nouvelle consultation de sevrage tabagique, par exemple. Ça ne va pas être une recherche interventionnelle en promotion de la santé, ça va peut-être être une évaluation, ça peut être même une évaluation de recherche éventuellement, mais ça ne sera pas une recherche interventionnelle. Donc la recherche interventionnelle, elle s'applique vraiment à ce type d'intervention-là, qui agit sur une multiplicité de déterminants et qui réduit les inégalités sociales de santé. Donc la recherche interventionnelle, ce qui fait le lien avec ce que je disais juste avant, répond aux besoins de résultats de recherche qui soient utiles à la décision et à l'action. On connaît tous beaucoup de recherches qui nous disent un peu des évidences. Il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Bon, c'est pas, c'est bon, on sait. La recherche interventionnelle, elle vise à déplacer le point focal de la recherche du pourquoi, ce qui cause la maladie, vers le quoi et le comment, les actions de promotion de la santé. C'est ce que Louise Potvin appelle la science des solutions, qu'elle oppose à la science des problèmes, qui est en fait souvent les études épidémiologiques, qui nous expliquent en long, en large et en travers ce qui cause le cancer du poumon, ce qui cause l'infarctus, etc., mais ne nous donne aucun indice pour agir. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment des indices pour agir sur ces problématiques-là. Et pour ça, il faut développer un corpus de connaissances qui soit fondé scientifiquement sur le fonctionnement, l'efficacité, l'efficience, le devenir et la transférabilité des interventions de promotion de la santé des populations. Alors toujours dans cette dimension-là, ce qu'on a vu émerger aussi au cours des dernières années, ce sont les notions de transfert de connaissances, de courtage de connaissances, le soutien aux études de transférabilité. Alors le transfert de connaissances, c'est toutes les activités fondées sur des interactions qui vont favoriser la diffusion, l'adoption, l'appropriation des connaissances les plus à jour possibles pour que les acteurs les utilisent dans leur pratique et dans l'exercice de la gestion en matière de santé pour les décideurs. Ces activités, ces mécanismes d'interaction prennent forme à l'intérieur d'un processus qui va englober le partage, l'échange, la transmission de connaissances entre plusieurs groupes d'acteurs qui peuvent œuvrer dans des environnements organisationnels différents. Et je vous ai mis là un petit schéma qui montre en fait les interactions requises par les différentes stratégies de transfert et où on voit bien que ce qui se trouve tout en haut en fait du triangle bleu, la publication, en fait il n'y aura aucune interaction entre la personne qui écrit la publication et la personne qui la reçoit. Donc on va dire c'est un peu le niveau zéro du transfert de connaissances, c'est-à-dire bon voilà, on publie mais on n'a aucun échange. Et tout en bas, vous avez ce qui est vraiment efficace en termes de transfert de connaissances, qui sont les pratiques collaboratives, où là, il y a vraiment des échanges entre les acteurs, entre les producteurs de connaissances et les utilisateurs, etc. Et là, il y a un vrai transfert de connaissances qui se met en place. Mais on voit bien que ce qui relève, par exemple, de la formation, est un niveau intermédiaire qui est intéressant et important, les tables rondes, etc. Tout ça, ça peut être tout à fait utile également. Alors le courtage de connaissances, c'est une expression moche qui vient de la traduction du terme knowledge brokering ou knowledge broker, donc en anglais, et qui, en fait, le courtier en connaissances, il va faire l'intermédiaire entre, par exemple, les chercheurs et les acteurs, ou les chercheurs et les décideurs, et puis il va aussi jouer un rôle quelque part de traduction de ces connaissances, de mise à disposition. Et tout ça va se passer dans du lien, de la communication entre les acteurs, de façon à valoriser vraiment les compétences et les connaissances de chacun. Donc c'est vraiment ce rôle de médiation, là encore, que va jouer le courtier en connaissances entre différentes catégories d'acteurs, sans oublier la population. Un courtier en connaissances, il peut aussi jouer ce rôle avec la population. Il a un rôle de repérage, d'identification, de mise en lien, d'interprète, et il va assurer cette
communication entre les différents acteurs et le savoir au travers de veilles documentaires, de recherches bibliographiques, de dossiers de connaissances, des activités de traduction, de transposition, de vulgarisation de la connaissance et de communication. Donc ça, c'est aussi une nouvelle orientation qu'on a vue arriver récemment. Et je voudrais dire aussi 2 mots de la notion de transférabilité des actions qu'on a vu aussi émerger fortement au cours des derniers temps, et qui est en fait la mesure dans laquelle les effets d'une intervention donnée dans un contexte donné peuvent être atteints si on applique cette intervention dans un autre contexte. En fait, c'est ça l'idée. Donc c'est non seulement la reproduction de la mise en œuvre d'une intervention, mais aussi de ses résultats dans un nouveau contexte. Et pour ça, il faut identifier des critères de transférabilité au moyen d'une grille qui a été publiée en 2013, qui est assez largement diffusée aujourd'hui, la grille Aster. Donc quand on regarde l'intervention mère, l'intervention initiale si on veut, et qu'on veut la reproduire dans un autre territoire, ce que nous dit la grille Aster, c'est qu'il faut regarder si la population est à peu près identique ou si elle est différente en quoi. L'environnement de mise en œuvre de l'action, est-ce qu'il est différent ou est-ce qu'il est identique et en quoi? Les modalités de mise en œuvre, est-ce qu'elles vont être pareilles ou est-ce qu'elles vont être différentes? Et aussi les composants de tout le système autour de l'action. Par rapport à cette notion de transférabilité, de reproductibilité des interventions, là encore, gros point de vigilance. Vous avez compris que l'analyse du caractère transférable d'une intervention donnée, elle relève d'un processus de recherche long et coûteux. Tout ce que je viens de dire là, ça demande vraiment du temps et de l'expertise. Ça nécessite vraiment une expertise spécifique. Et il est important de ne pas en faire l'une des conditions du financement d'une action ou d'un programme, ce que malheureusement on trouve de plus en plus, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais dans les appels à projets, on le voit de plus en plus. Le porteur du projet devra vérifier la transférabilité ou le caractère transférable de son action. Ben non, le porteur du projet, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas parce qu'il ne dispose pas du temps, des moyens, de l'expertise nécessaire pour mettre ça en place. Et il faut vraiment aussi porter fortement ce discours auprès des financeurs parce que sinon, on va dans le mur. Alors, toujours sur le plan organisationnel, donc je vais évoquer rapidement le développement des pôles de formation et de recherche à l'image de ce qui s'est mis en place en Bourgogne-Franche-Comté, qui est vraiment un lieu de rencontre, de partage, de travail en commun sur toutes les questions de recherche et de formation en santé publique, avec les universitaires dans tout ce qu'ils peuvent apporter, notamment les sciences humaines et sociales. Et puis les décideurs, les administrations, des collectivités territoriales, de l'assurance maladie, les acteurs de la santé, les représentants des usagers et des citoyens, etc. Et vraiment sur le plan organisationnel, c'est quelque chose de très nouveau, même s'il y a des initiatives qui fleurissent un peu partout, c'est vraiment quelque chose qui a émergé de façon assez récente. Alors ce qui va nous intéresser aussi sur le plan organisationnel, c'est la nouvelle place des usagers et des patients, avec toutes les notions afférentes. Alors Luigi Flora a recensé un peu tous les nouveaux termes aujourd'hui qu'on utilise pour qualifier les patients. Donc là, je ne vais pas tous les lire, mais c'est quand même impressionnant de voir aujourd'hui à quel point on peut impliquer les patients dans toutes sortes de modalités d'action et avec des missions très spécifiques à chaque fois. Et ça, c'est vraiment nouveau. Ce qui a aussi porté fortement cette dimension-là, c'est ce qu'on appelle le modèle de Montréal, qui constitue justement des patients experts. Là aussi, c'est vraiment un terme qui a émergé récemment et fortement. Des patients experts qui vont contribuer à la réflexion scientifique, à l'évolution pédagogique des démarches, à l'enseignement, etc. Donc des patients véritablement partie prenante des équipes, et non pas, comme on le dit trop souvent, les patients au centre, mais avec tout le monde qui parle d'eux autour. Non, c'est les patients vraiment membres des équipes. La multiplication des nouveaux rôles des patients, elle pose encore beaucoup de questions, beaucoup de points de vigilance. Quelle est la reconnaissance réelle de ces nouveaux rôles et nouvelles places dans le système de santé, au-delà des jolies appellations dont on les gratifie maintenant? Quelle est la formation des patients aujourd'hui pour pouvoir vraiment s'investir dans ce domaine-là? Quel accompagnement des soignants aussi dans ces mutations? Parce que si ça se modifie d'un côté, il faut que ça se modifie de l'autre aussi.
démocratie en santé deviendra-t-elle moins consultative et plus décisionnelle? Ça me semble aussi être un enjeu important. Donc encore beaucoup de questions. Et enfin, j'en arrive à ma troisième partie, les nouvelles orientations sur le plan conceptuel. Et je vous dirai plus tard pourquoi j'envisage ça sous l'angle conceptuel. Autour des inégalités sociales de santé. Un terme qu'on a vu arriver tout récemment aussi, c'est l'universalisme proportionné, qui nous invite à porter un regard spécifique sur les inégalités sociales de santé. Ce que nous rappelle l'universalisme proportionné, c'est que les inégalités sociales de santé, elles ne se limitent pas aux problématiques de la précarité, de la pauvreté et de l'exclusion, même si bien sûr elles ne les excluent pas, toutes ces problématiques. Elles font référence à la relation étroite qui existe entre un état de santé et l'appartenance à un groupe social. Et elles renvoient aux écarts en termes de santé entre différentes catégories sociales qui sont à la fois systématiques, évitables, injustes, donc socialement produites, et importantes. Donc par exemple, on ne va pas considérer que le fait qu'un jeune homme de 20 ans court plus vite qu'un homme de 75 ans, c'est une inégalité sociale de santé. C'est juste, c'est pas produit socialement, c'est juste normal, c'est une inégalité, d'accord, mais c'est pas une inégalité sociale de santé. Donc les inégalités sociales de santé, elles sont systématiques, évitables, socialement produites et importantes. L'universalisme proportionné, il est fondé également sur la notion de gradient social, qui va complètement avec, donc qui est représenté de façon illustrative par le graphique qui se trouve à droite. Le gradient social de santé, c'est le phénomène par lequel ceux qui sont au sommet de la pyramide sociale jouissent d'une meilleure santé que ceux qui sont directement en dessous d'eux, qui eux-mêmes sont en meilleure santé que ceux qui sont juste en dessous, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est de dire qu'il n'y a pas d'un côté les très riches et de l'autre les très pauvres. Il y a en fait un gradient social avec tous les états intermédiaires et tous les écarts de santé entre les différentes catégories de population. Et c'est ce gradient social qui nous intéresse. L'universalisme proportionné, il nécessite l'intégration d'une approche universelle et d'une approche ciblée. Ça veut dire offrir une intervention à tous, mais avec des modalités ou une intensité qui vont varier selon les besoins. Ça veut dire mettre en œuvre des actions de prévention universelle ou de promotion de la santé s'adressant à tous. C'est le côté universalisme. Et aussi, c'est agir sur chaque catégorie de la population selon ses besoins. C'est le concept de proportionnalité. Je cite Sir Michael Marmot qui dit « Viser exclusivement les plus défavorisés ne réduira pas suffisamment les inégalités de santé pour aplanir la pente du gradient social, qui est comme ça, on va essayer de ramener à ça. Les actions doivent être universelles, mais avec une ampleur et une intensité proportionnelles au niveau de défaveur sociale. C'est ce qu'on appelle l'universalisme proportionné. Et vous connaissez sans doute tous ce petit dessin, vous l'avez déjà vu. L'égalité, ce n'est pas la justice. L'égalité, c'est donner à chacun la même chose, mais du coup, ça ne change pas la situation significativement des personnes concernées. La justice, c'est de donner plus à ceux qui en ont plus besoin, et peut-être rien du tout à ceux qui n'en ont pas besoin du tout, et avec les niveaux intermédiaires qui vont jouer également. Alors, sur le plan conceptuel, toujours autour des inégalités sociales de santé, on a vu apparaître la notion de littératie en santé. Et la littératie en santé, c'est la capacité d'accéder à l'information, de la comprendre, de l'évaluer et de la communiquer à d'autres, pour promouvoir, améliorer sa santé dans divers milieux au cours de la vie. Et là, je vous donne un exemple que je trouve assez parlant. On sait tous que sur les produits alimentaires, il y a des étiquettes avec des informations nutritionnelles. Donc, qu'est-ce qu'on comprend en fait en termes d'informations nutritionnelles sur ce pot de glace à la vanille? Donc, on peut imaginer différentes questions qu'on peut se poser. La première question, je pense qu'on est à peu près tous capables d'y répondre en regardant le tableau. Si vous mangez le pot entier, combien de calories aurez-vous ingéré? Voilà, on sait combien il y en a pour 100 grammes, on multiplie par le poids total et hop, on y est. Après, ça se complique un peu. Si vous est permis de manger 60 grammes de glucides, combien de crème glacée pourrez-vous manger? Ça demande d'aller chercher les informations, etc. Et dans le dernier cas, votre médecin vous avise de réduire la quantité de gras saturé dans votre régime. Vous consommez habituellement 42 grammes de gras saturé par jour, ce qui inclut une portion de crème glacée. Si vous cessez de
mangez de la crème glacée, combien de grammes de gras saturé consommerez-vous par jour? Voilà, vous voyez qu'on est tous, à un moment ou à un autre, possiblement concernés par ces questions de littératie en santé. Or, clairement, autour de cette notion-là, il y a des enjeux en termes d'inégalité sociale de santé, ça a déjà été un petit peu abordé. Derrière les enjeux de communication, il s'agit bien d'une question de justice, d'équité dans l'accès aux soins et aux services. La personne qui a un faible niveau de littératie est moins qu'une autre en mesure d'exercer son autonomie et d'accéder aux services dont elle a besoin et auxquels elle a droit. Donc la littératie en santé, c'est vraiment un médiateur des effets des facteurs sociaux sur la santé, tels que le niveau de revenu ou d'éducation, par exemple. Alors, autour des questions d'inégalité sociale de santé, que ce soit l'universalisme proportionné, le gradient social, la littératie en santé, il y a des grosses questions de mise en œuvre. Comment intégrer l'universalisme proportionné dans les politiques de santé? Alors qu'on sait bien que c'est ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas simple. Comment mettre en œuvre des actions ou des programmes qui n'accroissent pas les inégalités de santé? Si on n'arrive pas à les réduire, qu'au moins on essaye d'éviter de les accroître. Et comment accroître le niveau de littératie en santé de la population, alors qu'on a vu que c'était un facteur important d'accès aux droits et d'accès aux soins. Le problème, c'est que les principes, les méthodes sont connues, on voit bien comment ça pourrait se mettre en place, mais peu appliquées. Et là, il y a vraiment des enjeux tout à fait importants en termes d'organisation. Alors, est-ce que j'ai... Oh là, j'ai pas le temps de... Je vais m'arrêter. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous laisserai, oui, je vous laisserai le point. Je préfère laisser du temps pour les questions. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Merci pour l'intervention, Christine. Voilà, nous arrivons au terme de cet anniversaire. Hier, nous avons évoqué un peu l'évolution de l'IREPS en Guadeloupe. Nous avons eu quelques souvenirs. Nous avons travaillé tous à partir de ces souvenirs à une nouvelle construction de l'IREPS. C'était hier. Aujourd'hui, nous avons commencé déjà à construire l'avenir. Nous avons écouté nos camarades des DIREPS de Martinique et de Guyane et de Guadeloupe déjà jeter les bases d'une nouvelle stratégie en ce qui concerne l'éducation pour la santé. Ensuite, nous avons, avec Madame Perron, nous avons commencé déjà à construire l'avenir vraiment. Et nous sommes rentrés en plein dans cet avenir, puisqu'il y a une nouvelle façon de travailler. Et je souhaite que vraiment les DIREPS Guadeloupe et les autres DIREPS des Caraïbes puissent commencer à faire ce travail de fond, ce travail de recherche-action qui sera beaucoup plus profitable pour notre population. En même temps, je me dis, en vous écoutant, qu'il serait peut-être nécessaire que dans les programmes de santé, de santé scolaire, on puisse faire intégrer l'éducation pour la santé. Et je crois que je serai volontaire avec l'IREP Guadeloupe de pouvoir donner et de pouvoir créer un prix d'éducation pour la santé au
niveau des collèges surtout. Cela déjà amorcerait une prise de conscience des jeunes de la nécessité qu'ils ont à maintenir un bon état de santé. Ce n'est pas parce qu'il me semble que l'état de santé des jeunes ira en déclinant un peu parce qu'ils ne marchent plus, ils commencent à devenir sourds avec tous les problèmes qu'ils ont au niveau à mettre des écoutes. Ensuite, ils sont enfermés dans les portables. Donc, il n'y a pas de communication entre eux. Et je pense qu'il est dommage que cette jeunesse se parallélise et qu'elle ne se rencontre pas. Donc, c'est notre rôle à nous de pouvoir alerter l'opinion, pour pouvoir dire qu'il y a un travail à faire. Et ce travail, c'est un travail d'éducation pour la santé, parce qu'en même temps, nous avons vu qu'actuellement, il y a beaucoup de ce que j'appelais, et ce que les médecins du travail appellent, le burn-out au travail. C'est que les gens ne sont pas préparés à une certaine qualité de travail et qu'ils se fatiguent tous psychiquement. Alors, je ne voudrais pas allonger davantage, mais je voudrais remercier toute l'équipe de l'IREPS. Je voudrais remercier Monsieur Baudier. Je voudrais remercier Madame Véron. Je voudrais remercier Monsieur Delemester, qui, lorsqu'on leur a demandé de venir nous partager avec nous cet anniversaire, ont répondu très spontanément, ils viennent. Donc, merci à vous tous les trois de nous avoir enrichis de vos connaissances et de nous avoir apporté, au fond, une certaine science que les balbutiements encore de l'Y Guadeloupe n'étaient pas à même de comprendre. Voilà. Je suis dure un peu, voilà. Mais c'est pour réveiller un peu les consciences. Merci à Anne aussi, notre première directrice du COGEP, d'avoir souhaité venir nous rencontrer et d'avoir partagé ces 30 ans avec nous. À vous tous qui êtes là aujourd'hui, à vous tous qui avez accompagné plus ou moins l'IREPS dans toutes ces aventures des 30 ans, je vous remercie d'avoir été auprès de nous pour cet anniversaire. Encore merci à toute l'équipe de l'IREPS, en particulier à la directrice, à tous ceux qui sont derrière et qui ont travaillé presque jour et nuit pour que cet anniversaire soit au moins valable aujourd'hui. Donc, j'aurais aimé qu'on puisse faire une photo souvenir, mais on la fera tout à l'heure au moment du lunch, et comme ça marquera davantage la présence de nos 30 ans. Merci donc à vous tous, et puis peut-être, j'ai entendu la Martinique dire qu'elle va fêter ses 40 ans. C'est 40 ans, peut-être l'an prochain, c'est ça? 2021. Voilà, en 21. Alors nous aurons peut-être le plaisir de nous retrouver là-bas. Voilà. Merci beaucoup au conseil d'administration de l'IREP, ceux qui étaient anciens et qui sont là maintenant et qui ont tenu à être auprès de nous aujourd'hui. N'est-ce pas, M. Beltinago? Donc, à tous, on vous dit merci et on souhaite vous revoir dans une prochaine séance de l'IREP, mais une séance de travail cette fois-ci.
pas, Madame Amouzin. Je sais que je ne voulais pas que je prenne la parole après vous, mais permettez-moi. J'ai un hommage à rendre. Nous souhaiterions rendre un hommage à une grande dame qui, depuis 30 ans, avec pugnacité, détermination, clairvoyance, préside l'IREPS. Donc, au nom des administrateurs, au nom de l'équipe salariée actuelle, au nom des anciennes directrices, dont Madame Danière, au nom de l'ensemble des partenaires qui sont là, nous vous remercions pour votre engagement depuis 30 ans, entre autres à l'IREPS, au service des populations guadeloupéennes. Merci beaucoup. Marie-Caroline, Aïna, Agnès, Bruno. Allez, venez, il faut qu'on vous présente de nouveau, c'est important. Romain, ne vous cachez pas. Alors, je fais très vite, parce qu'après on va boire un coup, c'est important aussi. Donc, je vous représente, parce que pour la plupart, vous les connaissez tous. Agnès, service documentation et formation, Aïna, pôle nutrition, Bruno, documentaliste, Marie-Caroline, stagiaire nutrition, NJ, formation, Axel, santé environnement, Madame Amouzin, Sophie, accueil logistique, Daniel, animateur santé environnement, Patricia, assistante de direction comptable, Lydie, nouveau pôle POPC, population spécifique, Didier, dispositif d'appui aux recherches, Monsieur Legba, formateur et directeur adjoint, Lynn, chargée de diffusion, et Romain, pôle nutrition, éducateur sportif. Voilà, ils sont là à vos côtés. Alors, donc, Guillaume Ocougnac, j'ai dit que voilà, il était à Paris, et Nathalie Brousse qui complète aussi cette équipe. Et Madame Carrara, la directrice. Madame Collet, Monsieur Satner, les administrateurs, et Madame Madame Caberti. Alors, Madame Arnaud, Monsieur Satner et Madame Collet. Et Madame Caberti. Et Madame Collet. Madame Caberti. Ah, bah voilà. Venez avec nous, Marie-Ève. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Madame Collet. Ah, voilà.